Sofiane Méziani, L'homme face à la mort de Dieu. Sortir du chaos triomphal du monde moderne. La crise écologique qui affecte notre monde doit nous interroger au plus haut point sur la nature du rapport qui lie l'homme à l'univers, et plus précisément sur le rôle de l'être humain sur Terre. Quelle est sa latitude, sa marge de manœuvre, et quelles sont ses limites? Cet écroulement de l'univers, ou ces dégâts causés par l'usage abusif et irresponsable que l'homme fait de la nature, appellent avec force à repenser les termes d'une aventure humaine qui ne soit pas motivée par la prétention d'être maître et possesseur de la nature, mais par la conscience d'être dépositaire des bienfaits de l'univers. Car la dépression collective de notre société, qui se traduit par une extinction du désir de l'individu submergé par les images médiatiques, montre à quel point l'homme moderne a fait le choix d'une existence qui ne répond pas, ni ne correspond à sa nature d'homme, d'une destinée sujette à tous les excès. Plus encore, la smartphonisation de la société et l'hypervisibilité du monde ont signé la fin de ce qui constitue, selon Spinoza, l'essence de l'homme, le désir. Face à la masse d'informations et à la densité d'images qui envahissent nos esprits, il n'est plus possible de fermer les yeux, de vivre avec le goût de l'interrogation. Quand tout devient visible, en effet, le désir, qui n'a de réalité qu'à l'égard de ce que l'on ne possède pas, que l'on ne voit pas, s'éteint. L'imagination s'étouffe, et l'homme est ainsi réduit à un tas d'argile. L'homme a besoin de vivre avec une part d'invisible pour attiser sa curiosité, stimuler son désir de percer le voile de l'existence humaine, de s'émerveiller continuellement devant les mystères de la création. Car si l'univers n'est plus imprégné d'invisible, s'il n'y a plus de symboles de transcendance et se réduit ainsi à un monde apparent, à une simple réalité tangible, la curiosité n'a alors plus de sens. Si tout se résume au monde palpable, aux phénomènes sensibles, il n'y a plus de place pour l'interrogation, la réflexion. Réduire le monde à ses apparences revient à priver l'humanité d'une substance vitale, la philosophie ou le goût de l'émerveillement. La philosophie naît en effet de l'étonnement, de cette capacité de s'étonner devant les ambiguïtés de la vie humaine, de s'éveiller face aux interrogations profondes que renvoie le spectacle de l'univers. Le véritable philosophe, en effet, tente de comprendre le monde au-delà de ses apparences, d'en découvrir les secrets et la sagesse qui permettent à l'homme de cheminer avec lucidité et clairvoyance dans l'opacité de l'aventure humaine. La vie sans philosophie est une impasse. Le plus regrettable toutefois, c'est que la philosophie est devenue une sorte de cimetière où toutes les interrogations sur l'homme, Dieu, la métaphysique, la nature, l'art ont été enterrées. Elle ne questionne plus. Elle se contente de conserver la pensée des morts, ou, plus grave encore, de vivre avec des idées mortes, voire mortelles. Tout a été un peu trop facilement balayé avec quelques airs de soupçon. La philosophie est depuis quelque temps synonyme de rupture, de déconstruction, qui pense en avoir fini avec tout. Elle a désormais le nez dans l'actualité, trop plongée dans le monde sensible comme le reprochait Platon, ne sachant plus prendre de la hauteur. On vit désormais sous la dictature de la sociologie, qui, par la puissance froide des chiffres, ne laisse presque plus aucune marge de manœuvre à l'intuition libre. On évolue dans un univers où les statistiques parlent plus que la poésie. Paradoxalement, la raison ne tolère que ce qui s'inscrit dans son horizon et ne reconnaît aucune réalité qui dépasse les frontières de l'univers tangible, de son champ d'application. Cet horizon borné où le moindre trait de relief est pris pour la limite de l'univers répond aux disponibilités de la mentalité mercantile. On ne s'interroge plus sur les vérités métaphysiques sous prétexte que tout aurait été déconstruit.
Pourtant, les crises que traverse le monde moderne appellent avec force à renouveler toutes ces interrogations essentielles qui portent sur le sens de la vie. Les impasses auxquelles est confrontée chaque jour notre société ne font d'ailleurs que refléter, en grande partie du moins, cette crise de l'étonnement. Plus encore, cette défaite de la pensée est intimement liée à l'angoisse psychologique qui ronge la société de l'intérieur. Quand la société n'est pas animée par une philosophie capable de transformer intérieurement l'individu, l'action y devient agitation et bousculade ridicule sur les réseaux sociaux. Le militantisme, politique ou associatif, a sans doute gagné en stratégie, mais perdu en vision. Pas de changement dans le fond, juste un immobilisme qui prend de l'allure, un statisme frénétique. Sans idée force, l'individu est contraint de mener une vie purement végétative, sans vision claire. La société perd sa cohésion sociale et finit inéluctablement par se déliter, par multiplier son coefficient autodestructeur. Parce qu'une civilisation se construit et s'épanouit autour d'une idée motrice, comme le notait le penseur algérien Malek Benabi, on ne fait pas de politique à coups de slogans vides de sens et de tweets risibles, mais avec la conscience aiguë de la trajectoire dans laquelle s'inscrit le drame de l'humanité, avec une vision précise de notre avenir. Aussi ne faut-il au fond rien espérer du pouvoir politique en place, mais investir la conscience de chaque citoyen pour créer les conditions d'une révolution intérieure qui permettrait de guérir la paralysie sociale et ainsi s'élancer vers un monde plus serein. Le changement ne viendra pas de l'État, mais de l'individu. Transforme ton être et tu transformes l'histoire de ta société. Le tableau est sombre en effet. Mais avant de changer les choses et de penser une réforme profonde de notre société, l'homme doit apprendre à se regarder en face pour mesurer son degré de nébulosité et surtout pour sonder le potentiel spirituel qui l'habite. Car, comme l'écrit Nietzsche, nous avons tous en nous des jardins et des plantations cachées. Ce début du XXIe siècle, si l'on s'en tient au spectacle qu'il offre à la surface, a l'apparence du chaos avec ses différentes crises, ses guerres, ses conflits. Sont-ce les signes de l'apocalypse ou les indices d'une métamorphose kafkaïenne de la mutation la plus radicale de l'homme depuis la découverte de l'outil ? Je reste pour ma part convaincue que nous entrons dans une nouvelle phase anthropologique qui n'a sans doute jamais eu de précédent dans l'histoire. L'humanité est en train de muer. L'histoire, autrement dit, est en train d'accoucher d'une humanité nouvelle. Aussi incombe-t-il à l'homme de donner un sens à cette mutation pour se relever de l'abîme dans lequel l'a précipité la mort de Dieu. La conversion de notre monde traduit le besoin pressant de sens, de transcendance. Cette métamorphose doit en effet se faire dans les termes d'une réconciliation de l'homme avec le divin, car le déclin tangible du monde moderne montre très clairement que sans foi, sans Dieu, sans idée force, sans humilité en somme, l'homme s'abîme. Il est en proie à toutes les dérives. Pour cela, nous devons éviter de sombrer dans les impasses de la foi historique et s'affranchir du passif que notre société a avec la religion. Il est possible d'envisager un rapport au divin sans rien sacrifier à l'humain, de trouver un terrain d'entente entre les inclinations matérielles et les aspirations spirituelles de l'homme. La réconciliation de l'homme avec le souffle divin qui l'habite, de la raison avec ses limites, est le défi majeur qu'impose le bouleversement de notre univers. C'est ce que se propose de relever cet essai en prenant appui sur la philosophie de Nietzsche. Aussi faut-il en premier lieu faire le constat de notre monde, nommer notre réalité, mettre des mots sur les fléaux qui affectent notre société en particulier. Il s'agit dans un premier temps de refléter l'image de notre société marchande pour constater la souffrance qu'elle porte sur son visage. C'est en quoi ce livre, pour paraphraser Stendhal, est d'abord un miroir
que je promène le long du chemin de notre société capitaliste, laquelle s'effrite, se délite, s'effondre sous le regard impuissant du consommateur moderne. Ce miroir, néanmoins, au-delà du portrait obscur qu'il reflète, laisse apparaître en filigrane les traits d'un visage rayonnant qui se dessine à mesure que la figure reflétée se dégrade. C'est en quoi cet essai est intrinsèquement optimiste. La décadence, en effet, porte en son sein l'essor. Puisse ce livre participer à son accouchement.